Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Une nouvelle émission. Absolument. Où aujourd'hui nous recevons François-Xavier Carayon, qui est un analyste hors pair et qui a fait une enquête approfondie sur les fonds souverains étrangers, oui, et qui finalement ont un poids de plus en plus important dans l'économie française, voire même dans la société française. Et je crois que c'était important que nous en parlions aujourd'hui. Le thème qu'on va traiter aujourd'hui, va probablement, pour un certain nombre d'entre vous, vous ouvrir les yeux sur des choses auxquelles on ne pense pas. On a fait des émissions sur les normes, et on a dit les normes, ça peut influencer les résultats des pays, ça peut influencer les entreprises. On a parlé du juridique, des pressions légales. Souvenez-vous des lois extraterritoriales américaines. Même chose. Mais dans le fond, quand vous regardez, on a très peu parlé du rôle des États, en dehors de tout ça, carrément dans le cadre de la guerre économique. Le rôle des fonds souverains. Ces grands fonds qui dépendent des États et qui peuvent acheter, aujourd'hui on va en parler, des quantités de choses parce qu'ils ont des moyens considérables. Quand vous regardez les grandes sociétés, qui elles aussi peuvent faire des politiques, et quand on s'aperçoit qu'elles sont très proches des États, on peut en tirer un certain nombre de conséquences. Donc on voit qu'il y a un rôle qui est souvent oublié, y compris par les journalistes, un rôle très important qui est joué par ce que vous appelez très justement les États prédateurs. Alors, bonjour. Bonjour, merci d'être venu, c'est vraiment sympathique. Et alors, je vais démarrer sur cette discussion sur le point qui a été une des bases, dans le fond, pour vous, d'après ce que vous dites dans ce livre, à savoir, un jour, les Chinois, qui, par exemple, pratiquent veulent développer leur route de la soie, achètent le port du Pirée. Je pense que cet épisode était vraiment dans la lumière médiatique. Ça a commencé, après un peu l'affaire Alstom, à mettre la lumière sur un autre phénomène, c'est-à-dire le fait que des investisseurs étrangers puissent acquérir des infrastructures critiques et à travers cette détention d'infrastructures critiques puissent faire peser une menace de type géostratégique, c'est-à-dire s'ils bloquent l'arrivée de marchandises dans ce port, s'ils sabotent ce port, quel impact ça aura évidemment sur le continent européen. Donc l'affaire GE Alstom, c'était à la fois géostratégique mais c'était aussi économique, c'est-à-dire que c'est aussi des outils de prospérité. Et donc, ce qui est important, je pense, quand on analyse les investissements étrangers en France, en Europe, c'est de comprendre quel est le projet derrière, quel est le vrai levier. Parfois, quand on parle de ce sujet, on en parle un peu avec paranoïa, c'est-à-dire qu'on voit les investissements étrangers et on se dit « Ouh là là, attention, ils ont investi ». En réalité, il y a des investissements financiers qui ne représentent pas du tout de danger, qui sont des investissements financiers minoritaires, dans lesquels il n'y a pas d'influence qui est exercée sur l'entreprise. Donc il faut regarder ça sans crainte. C'est-à-dire que si on regarde les choses objectivement, la France et l'Europe sont dépendants des capitaux étrangers et notre croissance en est tributaire. Donc il ne faut pas évidemment se fermer à ces investissements-là. Mais en revanche, il faut être en capacité de déterminer de façon un peu objective les investissements qui peuvent nous profiter de ceux qui peuvent nous appauvrir ou nous asservir. Et donc l'enquête que j'ai menée dans ce livre, c'est d'aller regarder très en détail dans les bases de données internationales de deal, qui sont des objets dont on se sert quand on est analyste financier, quand on est consultant en stratégie comme moi, mais que les journalistes regardent très très peu, et même que les universitaires regardent très très peu, qui sont vraiment des outils des professionnels des marchés financiers. Et en brossant un à un ces investissements, j'en ai regardé plusieurs milliers, essayer de recomposer, comme on dit en anglais, la big picture, vous voyez, quelle est la stratégie de ces fonds, et puis derrière de ces États, puisque vous l'avez compris, l'objet du livre, c'est justement de m'intéresser en particulier à des investisseurs publics, donc de deux natures. Un, les fonds souverains, et deux, des entreprises publiques. Le point commun en fait de ces acteurs-là, c'est que c'est évidemment des acteurs qui existent depuis longtemps. Vous allez me dire, c'est pas nouveau, et c'est pas nouveau non plus qu'ils investissent de façon domestique ou à l'international. Les fonds souverains, ils existent depuis les années 50. Le premier fonds souverain, c'est 1953 au Koweït. Le but de ces fonds souverains qui vont un peu essaimer à travers le Moyen-Orient en général, c'est de réinvestir la manne pétrolière, gazière, c'est de préparer une forme d'épargne intergénérationnelle, préparer l'avenir, ou alors lisser les revenus pour éviter évidemment les pics quand les cours sont élevés et quand les cours sont bas, il n'y a plus de revenus. Bon.
Donc les fonds souverains vont se diffuser un peu au Moyen-Orient. Ensuite, à partir des années 90, ils vont se développer en Asie, cette fois-ci profitant plutôt des excédents commerciaux ou budgétaires. Et puis les entreprises publiques, évidemment, elles sont vieilles comme le monde, en tout cas elles sont vieilles comme les États-nations. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces deux outils-là vont se transformer à partir des années 2000. Avant, c'est des outils économiques à des fins domestiques. Et à partir du début des années 2000, ce que j'analyse, c'est le rôle politique qu'elles vont prendre. C'est comment ils vont partir à l'assaut des marchés étrangers, prendre des participations de plus en plus importantes dans les entreprises. C'est-à-dire qu'ils passent d'investissements minoritaires, passifs, à des investissements de plus en plus souvent majoritaires. Et ils commencent à exercer une influence dans les entreprises qu'ils achètent. Oui, par exemple, les Norvégiens ont un fonds énorme. C'est vrai. Alors c'est vrai, c'est le plus gros fonds au monde. Il pèse 1400 milliards d'actifs sous gestion, 1400 milliards de dollars. Mais il se trouve que le fonds norvégien, il prend des participations qui sont de l'ordre de 0,5 à 2% dans la plupart des grandes entreprises. Il est présent au capital de la majorité des entreprises, par exemple du CAC 40. Mais vous voyez, sur des montants très faibles. Donc c'est des investissements qui ne sont pas de nature à pouvoir déstabiliser, si tant est que les Norvégiens en aient l'ambition, déstabiliser ces entreprises-là. Donc c'est pas un fonds guerrier, c'est pas du tout un fonds guerrier. C'est un fonds de placement financier dans la durée. Exactement. C'est ça. Exactement. Et il y a une particularité d'ailleurs du fonds norvégien, c'est qu'il révèle chacun des investissements durables qu'il réalise. C'est que vous allez sur le site internet, vous pouvez voir tous les investissements que fait GPFG, c'est son nom, à travers le monde. Le problème avec un certain nombre de fonds souverains qui existent un peu partout dans le monde, mais qui sont très présents donc en Asie et au Moyen-Orient, c'est qu'ils agissent dans l'ombre. Ils ne révèlent pas, pour la plupart, la très vaste majorité de leurs opérations d'investissement. Et ça pose évidemment une difficulté parce que, j'allais dire, ils ne révèlent pas. Ils font plus que ça, ils cultivent une forme d'opacité. Le CIC pèse 1300 milliards de dollars d'actifs sous gestion, donc il a une puissance de feu qui est très importante. Il dépense plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliards de dollars par an pour aller acheter des entreprises aux États-Unis, en Europe, en Afrique, etc. Ce modèle-là de fonds souverains qui part à la conquête des marchés, qui rachète des entreprises, c'est-à-dire pas qui investit seulement minoritaire, mais qui rachète des entreprises, donc se développe, comme je le disais, un peu partout. Les mêmes fonds souverains se sont développés en Corée du Sud, en Inde, en Malaisie, même à Singapour, qui pourtant passe pour un des pays les plus libéraux du monde. Vous voyez, ces fonds publics proches du gouvernement, tenus par le gouvernement. À titre d'exemple, vous voyez la patronne d'un des deux grands fonds de Singapour se trouvait être la femme du Premier ministre. Donc vous voyez la connexion, on dit non, ils sont parfaitement indépendants, il y a des règles de gouvernance saines. Quand évidemment c'est la femme du Premier ministre qui tient pendant 25 ans de suite. Ça aide quand même. Oui, exactement. Pourtant, pour un pays considéré comme extrêmement libéral. Donc vous voyez, ces fonds se diffusent un peu partout. Et puis comme je le disais, ils cultivent une forme d'opacité. Par exemple, ils vont utiliser des cascades de sociétés d'investissement pour dissimuler l'investisseur premier. Parce que vous disiez, il y a des fonds, prenons l'exemple des Chinois, il y a des fonds importants, très importants. Si on les voit arriver, on comprend, on dit quand même attention, mais en réalité, c'est pas ça. En réalité, il y a des cascades d'autres fonds dessous dans lesquels ils investissent et qui font que c'est celui qui attaque, en définitive, personne ne remarque d'où ça vient. Exactement. Vous avez une ETI française, par exemple, qui va être rachetée, et puis on dit, tiens, il y a un fonds luxembourgeois qui vient de racheter une ETI française, donc ça fait une ligne dans un journal spécialisé sur les marchés financiers. Mais il se trouve que derrière, en remontant la chaîne, et c'est ce que j'ai fait pour plein d'opérations, en remontant la chaîne, derrière la société luxembourgeoise, il y a une société dans les îles Caïmans. Derrière la société dans les îles Caïmans, il y a une société privée chinoise. Derrière la société privée chinoise, il y a une société publique chinoise. Et derrière la société publique chinoise, il y a le département d'État, c'est-à-dire le Parti communiste chinois. Donc vous voyez, il faut aller remonter ça, j'allais dire chaînon après chaînon, dans la structure d'investissement. Oui, permettez-moi juste sur ce plan, d'ailleurs, d'ajouter qu'en Europe, normalement, on vous dit que on contrôle les investissements étrangers hors Europe, mais quand un investissement est fait par une société européenne sur une société européenne, on ne s'y oppose pas parce que dans l'Europe, il y a la libre circulation. Alors, ce que vient de nous dire notre ami, c'est que cette société qui fait l'opération luxembourgeoise, elle est européenne, mais si c'est une cascade, une ou deux ou trois sociétés plus haut, en remontant, vous avez une société chinoise, mais personne ne la voit parce que tout le monde ne regarde que le fonds d'investissement qui est luxembourgeois. Et c'est ça qui est terrible. C'est qu'en plus, régulièrement, on se fait avoir par des gens qui sont plus malins que nous.
Exactement. Et donc, ce qu'on a dit sur le fonds norvégien, c'est-à-dire qu'il pratique cette forme de transparence assez vertueuse, même s'il a d'autres défauts. Il a déjà été pris un peu la main dans le sac pour des règles de gouvernance qui n'étaient pas toujours très propres. Mais en tout cas, il a le mérite d'avoir cette transparence-là. On pourrait être en capacité de l'exiger pour les grands fonds internationaux. Il y a des tas d'asset managers privés dans ces pays-là en développement qui sont en capacité d'avoir, comme on dit dans le monde anglo-saxon, du reporting, vous voyez, de communiquer de façon transparente sur leurs opérations. Il faut qu'on exige d'acteurs qui sont publics, donc proches de leur gouvernement, le même niveau de transparence à minima que les grands fonds d'asset management mondiaux, privés. Ça paraît être le minimum. Alors, le titre de votre livre, c'est « Les États prédateurs ». Comment on passe effectivement des fonds souverains où on peut avoir une vision à long terme, comme vous le disiez, pour les générations à venir, et c'est pas aberrant. Et comment ces fonds souverains passent ensuite en tant qu'arme des États prédateurs? Est-ce qu'il y a des exemples, par exemple, d'une action qu'ont fait des fonds souverains dans des pays, en France par exemple, qui ont été vraiment une action négative pour l'économie française, pour la finance française? Il y a les prédations qui sont d'ordre géopolitique, c'est-à-dire en rachetant par exemple ce qu'on a dit tout à l'heure avec les infrastructures critiques, en rachetant des infrastructures critiques, en détenant des parts significatives dans des chaînes de valeur ou dans des secteurs, comme c'est le cas par exemple de l'Arabie Saoudite dans l'industrie du venture, du capital risque américain. On est en capacité d'avoir une menace de type géopolitique, c'est-à-dire qu'en Europe par exemple, outre le port du Pirée qu'on mentionnait tout à l'heure, la Chine a racheté 14 ports différents. La Chine ne se contente pas de racheter des ports au sens financier. Elle nomme à la tête ensuite de ces ports, dans un certain nombre de cas, des opérationnels chinois qui ont souvent fait des allers-retours en plus entre le public et le privé, donc très proches du Parti communiste, et donc qui sont en capacité d'exercer une menace. Cette menace, elle est tacite par nature. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous dire que ces 14 ports-là ont été sabotés ou que les discussions sur Taïwan sont influencées aujourd'hui par ça, mais dans le fond, vous voyez, dans la tête de nos dirigeants politiques, ça joue quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'élever si la Chine menace Taïwan, ce qu'elle fait de plus en plus, si demain elle envahit Taïwan, on ne pourra pas s'élever de la même nature si on a un grand nombre de nos infrastructures critiques qui sont détenues par Pékin. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça fait peser cette menace tacite. Un autre exemple que je viens de prendre avec le venture capital, le capital risque américain, quand vous savez, il y a eu l'affaire Khashoggi. Ce journaliste qui écrivait au Washington Post et qui a été assassiné vraisemblablement par les services de MBS. Bon. Donc, on peut le dire, il a été assassiné, découpé en morceaux par les services saoudiens. Exactement. Je crois qu'on en avait parlé pour des raisons qu'il faut savoir aussi, parce que tout n'est pas clair dans cette affaire. Oui. Quand il y a eu cette affaire, évidemment, Washington était, les relations entre Washington et Riyad se sont refroidies considérablement. Washington a un peu élevé le ton. Et puis, qu'est-ce qu'a dit Riyad? A dit, attendez, si vous n'êtes pas content, nous, on arrête de déverser les milliards qu'on déverse via nos fonds souverains et via nos entreprises publiques, en particulier dans le capital risque, évidemment dans les obligations d'État américaines, mais aussi dans le capital risque dans la Silicon Valley. Donc, toutes ces entreprises technologiques qui vivent des investissements saoudiens notamment, pas que, mais aussi singapouriens, un peu chinois, etc. Et les analystes américains ont dit, au pouvoir public américain, on dit attention, on a vraiment besoin de leur argent, on a tout un tas de grandes entreprises technologiques, les plus grosses cotations, qui seraient menacées si les Saoudiens retiraient leur argent. Alors de l'autre côté européen ou côté américain, on a toujours des analystes libéraux un peu béats qui vont dire attendez, les Saoudiens feront jamais ça, ils y perdraient tellement financièrement, où est-ce qu'ils vont réinvestir cet argent? Mais vous voyez, dans ces pays qui sont souvent de tradition autoritaire, ils sont en capacité de faire ces choix-là. On l'a vu avec la Russie récemment. Absolument. Ils sont capables de faire des choix qui vont abîmer aussi leur propre prospérité économique, qui va lever vous voyez, parfois la population contre leur gouvernement, mais ils sont capables de faire ces choix-là parce qu'ils sont en capacité d'assumer des rapports de force avec les nations occidentales. Donc il faut se méfier. Il faut d'une certaine façon, si on prend un pas de recul, se dire on doit être en capacité d'accepter leurs investissements, mais de mesurer où est-ce qu'ils ne seront pas en capacité de générer une menace. Donc ça, c'est le premier type de prédation, c'est les prédations un peu géopolitiques, qu'on est normalement en capacité aujourd'hui avec les dispositifs français, européens de filtrer, mais qui en pratique continuent de prospérer. Je vous donne quand même un autre exemple là-dessus, un peu moins connu que les ports, c'est les réseaux électriques et gaziers. Dans le sud de l'Europe, notamment au Portugal, mais aussi un peu en partie en Espagne, en Grèce et à Malte, les réseaux électriques et gaziers sont passés en partie sous le contrôle de Pékin.
d'une certaine façon un peu dans l'indifférence. Alors en plus pour le Portugal c'est assez savoureux parce que EDF, enfin en tout cas l'État actionnaire français s'était proposé de racheter les réseaux portugais. La Commission européenne s'y était opposée et finalement du coup c'est les Chinois qui ont pu racheter. Et Ça, c'est un classique des règles de la politique de la concurrence européenne. Classique européen, ça. Et évidemment du fait de l'interconnexion des réseaux électriques et gaziers en Europe, pour le dire grossièrement, quand on ferme le robinet au Portugal, ça impacte aussi le sud de la France. Bien sûr, ça impacte tout le monde. Donc il y a une menace, encore une fois tacite, qui est importante quand ces infrastructures critiques sont récupérées par nos grands rivaux stratégiques. Je reprends l'histoire du Pirée, par exemple. C'est intéressant parce que quand ils ont acheté le Pirée était un port qui allait très mal, qui était très mal géré, qui n'allait pas du tout. Aujourd'hui, ils en ont fait un des principaux ports d'Europe. Ça aussi, ça compte, parce qu'au niveau de l'État, au départ, bon, il cède le port parce qu'il a besoin d'argent et puis que ça va mal, mais au bout de quelques temps, il se rend compte que le commerce se développe, que les affaires vont de mieux en mieux, et comme vous le disiez très justement, à ce moment-là, les liens deviennent très forts avec le pays qui a acheté, en l'occurrence, par exemple, pour la Grèce, c'est la Chine, parce que la Grèce dit, attendez, vous avez vu tout ce que ça me rapporte, le port est en train de devenir un port essentiel, avec tous les trafics que ça représente, et à partir de là, donc, c'est fini. Ils tombent sous le contrôle, je dirais, volontaire, ou involontaire, mais ils sont de fait contrôlés par le pays prédateur. Exactement. Et alors, l'autre grand type de prédation, c'est des prédations qui touchent plutôt nos meilleurs atouts industriels ou technologiques. Et là, le but, c'est pas d'une certaine manière de créer de la dépendance stratégique. L'idée ici, c'est d'aller récupérer des outils de prospérité. Donc quand les États prédateurs vont investir dans une petite pépite industrielle, dans un savoir-faire particulier, une expertise, le but c'est de rapatrier évidemment ce savoir-faire ou cette technologie jusque dans leur économie. Et le caractère un peu particulier, parce qu'on se dit oui, c'est le cas tous les jours, quand les Américains investissent au Canada, et c'est la même chose, l'entreprise acquiert une technologie, c'est les règles du marché, on pourrait se dire. Mais ce qu'il y a de singulier, c'est que quand c'est un investisseur public, d'abord, il y a un biais dans la concurrence, c'est qu'il a le soutien financier quasiment illimité de son gouvernement. Donc quand une technologie est vraiment précieuse pour son développement économique et industriel, il est capable de mettre les moyens, et donc ça crée une distorsion de concurrence avec les investisseurs privés qui sont en concurrence. Il peut obtenir des soutiens diplomatiques, voire des services de renseignement pour mener à bien cette opération. Il y a un certain nombre de cas que j'évoque dans le livre, notamment en Amérique du Sud, où les services de renseignement viennent en appui pour pouvoir réaliser l'opération. Donc vous n'êtes pas à égalité avec l'autre investisseur français, européen, qui voudrait racheter la même pépite et qui, lui, n'a pas évidemment tout ce soutien public. Donc il y a cette distorsion de concurrence. Et ensuite, les investisseurs publics ont la particularité de vouloir ensuite diffuser l'atout dans la filière industrielle. C'est que ce n'est pas l'investisseur comme un investisseur privé qui se contenterait de conserver la technologie, le savoir-faire, etc. Il va vouloir, parce qu'il y a une connexion avec le gouvernement, diffuser au sein de la filière la technologie. Ça peut se faire de plein de manières assez techniques, par consolidation des entreprises, c'est-à-dire que l'acquéreur qui a récupéré une technologie en France ou en Allemagne ou en Italie va fusionner avec une autre entreprise singapourienne, malaisienne, enfin, quel que soit l'endroit d'où vient l'investisseur prédateur, va fusionner, ou alors il va faire un partenariat technologique, etc. Mais le but, on voit cette vision coordonnée, qui maintenant un peu a disparu, finalement, en Europe ou aux États-Unis, une vision très coordonnée des intérêts économiques nationaux, où on va partager ces atouts-là. Sur ces prédations économiques, dans le fond, l'Europe les regarde quand c'est des gros objets, quand c'est les cathédrales un peu de notre économie, quand c'est Lafarge racheté par Holcim, Péchinet en son temps, etc. Évidemment, là, c'est dans la presse, même si ces opérations sont passées, mais il y a eu probablement un réveil après. Ça, c'est les cathédrales de l'économie française ou européenne, mais à côté de ça, il y a les petites églises de campagne, les PME, les ETI, tout à fait. Et elles qui partent dans l'ombre. Et il y en a beaucoup, et celles-là, on ne les voit pas. Exactement. Je vous donne un exemple dans le Tarn, département dont je suis originaire, une petite entreprise qui s'appelait FCT, qui était une pépite qui avait une technologie remarquable dans les valves industrielles. Une technologie qui était unique au monde. Mais c'était une entreprise de petite taille. Ils faisaient une pièce très particulière, mais de taille assez modeste, environ 200 employés. Au début du Covid, pour des raisons qu'on peut bien comprendre, avec la crise inflationniste, ils ont des problèmes de trésorerie. Les banques françaises, publiques comme privées, refusent de leur prêter. Classique. Se tournent vers eux une entreprise basée dans les îles Caïmans,
Derrière cette entreprise, cette société basée dans les îles Caïmans, il y a un investisseur chinois qui rachète cette petite entreprise ternaise. Et 2 ans après, l'investisseur chinois claque la porte, part avec la technologie et laisse les 200 employés sur le carreau avec leur famille au chômage, etc. Vous voyez, ça n'a pas fait une ligne, même dans la dépêche du Midi. Hein, c'est passé complètement sous les radars. Évidemment, on pourrait se dire, attendez, c'est que 200 emplois, c'est le jeu de la mondialisation, etc. Mais c'est la manière, vous voyez, dont on a tout dans cette petite histoire. On a l'opacité, on a l'investisseur chinois en bout de chaîne, on a la technologie qui aurait pu être un levier de développement économique, industriel pour la région ou même pour d'autres acteurs industriels français, comme sous-traitants. Donc, vous voyez. Et ça, Bercy, il y a eu, je crois que le maire de cette petite ville à côté d'Albi a fait un courrier à Bercy. Vous vous doutez bien que je ne sais pas où est passé le courrier, mais il a dû se perdre. Personne n'a répondu. Et bien sûr. Oui, là, c'est vraiment la dimension prédateur. C'est l'animation prédateur au sens économique. C'est ce qui fait le lead de notre déclassement, de la désindustrialisation du paysage français. Alors, vous l'avez évoqué, il faut bien dire qu'en France en particulier, on paye très cher le fait qu'on a des banques particulièrement frileuses. Enfin, pour être plus clair, les banques préfèrent faire du bénéfice sur des opérations boursières, de trading boursier et autres, que de gérer véritablement l'argent pour faire, je dirais, de la banque normale, classique, pour aider les entreprises et les particuliers. Il faut dire la vérité. Oui, elles ont pas. C'est caractéristique des banques françaises, c'est tout. Malheureusement. Et elles n'ont pas cette culture du développement industriel local des PME, des ETI, qu'on retrouve plus en Allemagne. Donc il y a cette. Oui, mais est-ce que ça vient pas du fait justement que là c'est un autre problème, mais c'est le fait que les dirigeants de ces banques qui sortent des grandes écoles de commerce ou de l'ENA ou d'ailleurs, ont été formés au niveau justement très international et en définitive n'ont pas conscience de ce que c'est que l'intérêt national. Je suis un peu méchant en disant ça, mais quand vous regardez, je pense que là-dessus vous pouvez en parler parce que vous avez certainement travaillé sur la question, quand on regarde ça, on s'aperçoit que dans nos écoles de commerce, quand on sort d'une école de commerce dans le bon classement, tout en haut, ou à l'ENA d'ailleurs, on va à l'inspection des finances dans des cabinets de conseil, dans des banques d'affaires, dans les grands fonds, et en définitive, qui sont tous internationaux, qui ont une vision internationale, et donc, en définitive, ça n'intéresse personne de s'intéresser au problème national. Ouais. Je commence par ça dans le livre, c'est qu'il y a vraiment eu un changement générationnel entre la génération... peut-être, si je peux me permettre, votre génération, d'une certaine façon. Mais vous pouvez le dire, c'est pas... on assume. Et celle encore au-dessus, où d'une certaine façon, les gens qui sortaient des formations dites d'élite servaient soit l'État, soit les grands projets industriels, que ce soit dans l'aéronautique, dans le numérique, que sais-je. Pour les générations qui ont suivi, il est devenu plus chic, j'allais dire, de travailler dans les grands cabinets d'avocats comme Baker McKenzie, dans les grands cabinets de conseil en stratégie comme McKinsey, dans les grandes banques d'affaires comme Morgan Stanley. C'est devenu plus chic de faire ça, effectivement, avec une culture, comme vous l'avez dit très justement, une culture internationale, mondialisée, anglo-saxonne aussi quand même. Bien sûr. Et plutôt que d'aller servir l'État ou les projets industriels. Alors, c'est un peu moi-même mon cas, puisque je viens du monde du conseil en stratégie, même si je travaille dans un cabinet, un des rares cabinets français. Et le problème, c'est que dans ces métiers-là, on est occupé, si je peux le dire de façon un peu caricaturale, on est occupé à 2 choses. Un, on rafistole les grands groupes européens qui sont en déclin. Ou 2, on vend les bijoux de famille qui ont encore un peu de valeur pour essayer de faire rentrer un peu de cash dans ces entreprises-là. Alors c'est un peu caricatural, mais ça ressemble quand même à ça. Et de fait, vous voyez, dans cet écosystème, la course, c'est la course au deal, comme on dit dans le monde anglo-saxon. C'est-à-dire qu'il faut réaliser les plus belles opérations. Et que ce soit de vendre des entreprises françaises ou de les acheter, d'une certaine façon, peu importe, puisqu'il y a la rémunération financière, mais il y a aussi la rémunération symbolique d'avoir participé aux plus grosses opérations. Ces opérations, les rémunérations financières de ces opérations, plus elles sont grosses, plus ça rapporte beaucoup d'argent aux cabinets de conseil, aux cabinets d'avocats. Il semble bien qu'il y ait une circulaire à Bercy qui dise qu'une bonne partie des gains des gens qui font ce genre d'opérations, donc ces rémunérations dont on parle,
elles peuvent être payées hors de France pour ne pas payer d'impôts en France. En tout cas, qu'il l'ait donné ou pas, alors c'est intéressant de le savoir. La pratique existe, ils font remonter évidemment vers les États-Unis. Là, oui, mais normalement, Bercy ne doit, même si c'est illégal, Bercy ne doit pas l'accepter, puisque un versement qui est fait ailleurs, normalement, doit être imposé avec les critères français. C'est-à-dire que si ces grosses rémunérations, en plus, ne rapportent même pas fiscalement à l'État, on a tout perdu dans cette histoire. C'est pour ça. Je dis, c'est un ensemble international, en définitive, où on privilégie l'international au détriment des intérêts français dans tous les domaines. Vous l'évoquiez sur la mentalité, sur les opérations, mais également sur l'argent. Donc, c'est un système complet, quoi. Et là, pour moi, on est dans la prédation. Nous-mêmes, nous créons notre propre prédation. On voit quand même malgré tout le rôle de cette élite économique qui est pas, qui d'une certaine façon, qui manque de soucis pour l'intérêt commun et pour l'intérêt national ou européen. Alors parfois, ces gens-là, dans cette sorte de classe, même si c'est toujours eu un peu grossier d'en faire un bloc, mais il y a parfois un sentiment européen, il y a rarement un sentiment national, mais il y a parfois un sentiment européen, mais il est assez cosmétique, il y a assez peu de défense finalement des intérêts européens. Et ce qui est paradoxal, c'est que j'ai dit qu'ils avaient une culture un peu anglo-saxonne, mais les anglo-saxons eux-mêmes ont développé, même dans le secteur privé, un souci de l'intérêt national beaucoup plus fort. Donc c'est assez paradoxal de se dire qu'on vit sous influence culturelle du monde anglo-saxon, et en même temps, on en tire peut-être que ce qui nous affaiblit, c'est-à-dire cet esprit d'ouverture, de communion avec le marché libre, mais on n'en tire pas ce même souci quand même de l'intérêt national que eux, les anglo-saxons, ont beaucoup plus spontanément. Un patron d'entreprise aux États-Unis vous dira « America first hein. », tous sans exception. Hein. Il n'y a pas de problème, hein. La question ne se pose pas. En France et en Europe, souvent on va vous dire « Ah non, nous l'intérêt de l'entreprise, elle est supranationale, elle est au-delà de tout ». Et non, c'est pas la même chose. C'est vrai qu'à une époque, les entreprises publiques françaises étaient tournées vers l'international. EDF, France Télécom à l'époque, et d'autres. Mais c'était plus dans la recherche de nouveaux marchés, de développer une industrie. Et puis la philosophie même des gouvernements français par la suite a fait qu'on s'est un peu replié sur nous-mêmes. Lorsque le président Chirac était à l'Élysée et le Premier ministre était M. Jospin, je crois qu'il y avait eu une discussion hautement philosophique à l'Assemblée nationale sur le fait, faut-il créer un fonds souverain français ou des fonds d'investissement privés pour compenser les retraites françaises. Et à l'époque, le gouvernement de Lionel Jospin avait dit « Ah non, surtout pas, c'était le diable. C'est le diable. » Donc, la France, à l'époque, a mis un arrêt sur cette réflexion. Pourquoi pas? Mais on laisse rentrer les fonds privés étrangers qui sont maintenant peut-être propriétaires à plus de 50% du CAC 40. Plus que ça. Plus que ça. Donc c'est vraiment... Alors aujourd'hui, est-ce qu'en France, il y a un fonds souverain, des fonds privés qui peuvent peut-être avoir la même dynamique que ces fonds-là? Alors je vais répondre à cette question, mais j'en profite juste pour rebondir sur ce que vous avez dit au début de votre intervention sur EDF. On a eu des entreprises publiques, et on a encore évidemment de très jolis restes, qui sont partis à l'international. Si on compare EDF, donc, que vous avez cité, avec l'équivalent en Chine, State Grid, vous voyez, l'empreinte internationale qu'ils ont dessinée est complètement différente. EDF est parti, comme vous l'avez dit, pour des raisons purement économiques, en Angleterre, en Allemagne, etc., en rachetant des entreprises sur ces marchés-là, mais est resté dans une empreinte très européenne. Elle n'a pas eu la gouvernance d'EDF, n'a jamais eu le désir d'aller au-delà, il trouvait ça trop risqué d'aller en Amérique latine, etc. Donc on est resté sur des marchés qui avaient une croissance assez moyenne, un peu atone, et il n'y a pas eu ce goût de la prise de risque, de tenter vraiment l'aventure internationale. Donc on dit qu'on avait des grands groupes internationaux, publics, c'est vrai et c'est pas vrai. Plutôt européen alors. Plutôt européen. Et comme je l'ai dit, et comme vous l'avez dit, souvent avec des motivations économiques. Donc c'est pas exactement la même chose que State Grid qui a choisi de partir un peu partout dans le monde, y compris en Afrique, dans le reste de l'Asie, en Amérique latine, et qui fait évidemment certains coups de nature économique, mais qui fait aussi certains coups de nature géostratégique. C'est-à-dire en se disant, en tenant tel réseau, je resserre les liens de Pékin avec ce gouvernement, etc. Donc il y a un vrai pilotage, il y a une vision beaucoup plus politique qui anime ces acteurs-là. Je rajouterai une chose peut-être sur les entreprises publiques, parce qu'on a beaucoup parlé des fonds depuis le début, mais ce que je raconte dans le livre, c'est qu'en fait les entreprises publiques de ces nouvelles puissances en développement
que ce soit en Chine ou ailleurs, sont partis de la même manière donc à l'assaut des marchés, alors même que dans les années 80 et 90, ils avaient privatisé un grand nombre de leurs entreprises publiques. Il ne faut pas croire que le modèle du monde en développement, c'est un modèle qui est en retard et qui va, vous voyez, dans la même direction que nous. Ce n'est pas du tout ça. Ils avaient renoncé à leurs entreprises publiques dans les années 90, après les vagues Margaret Thatcher, etc. Ils y avaient renoncé. Et à partir des années 2000, ils se sont dit non. En fait, c'est des outils aussi politiques. Donc, c'est des outils de puissance. Donc c'est pas du tout la même. Vous voyez, il faut bien comprendre ce renouveau-là. Alors il existe en France donc BPI France qui a consolidé une partie, on va dire, de l'État actionnaire français et qui investit un peu partout, qui saupoudre l'argent public dans le tissu économique et industriel français. À la fin des années 2000, avait été créé par le président Sarkozy un outil qui s'appelle le FSI, le Fonds stratégique d'investissement, qui était pour le coup animé un peu par une vision stratégique de quels intérêts faut-il défendre, quel secteur faut-il stimuler, etc. Le FSI a été fondu à l'intérieur de BPI France, et je crains que cette réflexion stratégique ait été un peu étouffée ou abandonnée à l'intérieur de BPI France, qui... Si je dois être un peu critique, alors que BPI France fait par ailleurs un travail formidable, mais vous voyez, BPI France va investir autant dans le leader de la distribution de chaussures sur Internet que dans une entreprise de semi-conducteurs. Vous voyez, il n'y a pas une vision stratégique très... Oui, voilà, c'est ce que je veux dire. Moi, ce qui est BPI, qui est une affaire qui est très intéressante, c'est bien géré, ça se développe bien, mais ce n'est pas un fonds d'investissement stratégique. Non. Parce qu'un fonds d'investissement stratégique, ça investit dans des domaines qui intéressent l'État et le futur, et de manière très précise, et sur lesquels on investit, on surinvestit, parce que c'est là où on veut développer. Ce n'est pas le cas de BPI. Exactement. Et j'ajouterais, un fonds stratégique doit être par nature pas seulement défensif, mais aussi offensif. Oui. C'est-à-dire qu'il doit aussi aller chercher les meilleurs atouts à l'extérieur. Finalement, lutter à armes égales avec les autres. Alors, je ne dis pas qu'il faut utiliser les pratiques un peu voyous, d'opacité, etc., mais au moins se donner les moyens d'aller chercher ailleurs les meilleures technologies, les meilleures ressources, les meilleures expertises, etc. Pourquoi ce que font les autres, d'une certaine manière, nous, on s'en priverait. C'est un peu dommage. BPI France est très actif sur le territoire français et absent pour l'essentiel à l'étranger. Alors, on a beaucoup parlé de l'Europe, on a parlé de la Chine, et puis il y a les Russes aussi, qui ont, c'était avec les oligarques, en tout cas à un moment, mais qui jouaient ce rôle d'État prédateur à travers les oligarques, c'est bien ça. Vous avez tout à fait raison, la particularité donc, des Russes, c'est que c'est une sphère, j'allais dire, parapublique. Alors je l'inclus comme parapublique dans le livre. On retrouve ça aussi en Turquie, un modèle assez similaire, avec des grandes familles proches d'Ankara, proches du pouvoir. Donc c'est pas parce que c'est pas des acteurs publics qu'ils ne sont pas animés par des velléités politiques, ils sont souvent très proches du Kremlin, d'Ankara, etc. Donc il faut regarder ça de très près. Alors il se trouve que pour l'essentiel, mon livre porte sur les 10-15 dernières années, tout ce qui s'est fait, et la Russie a quasiment plus pu investir en Europe depuis 2014 et les sanctions. Et donc le mouvement s'est un peu ralenti. Alors ça ne veut pas dire que ça ne recommencera pas demain. Le jour où les relations se seront normalisées, et ça arrivera bien un jour avec Moscou, il est possible qu'ils réinvestissent. Mais pour le moment, ils ont baissé. C'est beaucoup plus... Il se passe quasiment plus rien. Ils investissent quasiment plus en Europe. Et quand ils investissaient hier, pour être très honnête, c'est pas pour diminuer la menace russe, parce que notre dépendance au gaz et énergétique, etc., était très importante. Mais en revanche, du point de vue de l'investissement, j'allais dire, ils étaient un peu old school, c'est-à-dire ils investissaient évidemment, comme chacun sait, dans l'immobilier, vous voyez, dans les fleurons un peu. Mais j'allais dire, c'est presque plus du plaisir pour nouveaux riches que du vrai investissement stratégique. Et puis dans des secteurs industriels, mais pas les industries de pointe, un peu dans le train, vous voyez, dans des choses comme ça. En définitive, les grands opérateurs, vous avez les Chinois, les Moyen-Orientaux, les Américains, puis un pays, on n'a pas parlé, alors qui va être la deuxième puissance mondiale dans 20 ans, c'est l'Inde. Alors, est-ce qu'ils y sont là-dedans? Est-ce qu'ils jouent avec les grandes familles indiennes? Là aussi, on a des grandes familles. Là, il y a les deux modèles. Il y a un peu de public, même si ils ont beaucoup privatisé, un peu de public et beaucoup effectivement de parapublic, on va dire, avec les grandes familles indiennes, qui ont une forme d'autonomie quand même assez forte à l'égard du pouvoir politique, dans certains cas, disons. Les Indiens sont
sont très forts dans certains secteurs. Vous le savez, j'allais dire, ils produisent un nombre d'ingénieurs absolument considérable. Donc leur rattrapage est extrêmement rapide. Ils investissent effectivement en Europe de façon assez importante. On le voit, ils tapaient à la porte de Biogarant, le grand laboratoire, le premier fabricant de génériques en France. Un médicament sur 8. Le Premier ministre Attal avait dit oui, on va regarder ça de près, on empêchera peut-être l'investissement de se faire, parce que en fait, cette opération avait été dans la lumière médiatique. Sinon, quand c'est pas dans la lumière médiatique, on n'entend pas parler. Elle aurait été faite, ouais. Exactement. Il y a 2 enjeux, par exemple, derrière ce rachat. Il y a un enjeu économique, un enjeu d'emploi, parce que le laboratoire, à travers son réseau de sous-traitants, fait vivre 8500 personnes en France. C'est quand même assez important. Et puis, il y a un enjeu géostratégique. Donc là, les 2 dimensions prédatrices sont liées. Parce qu'on avait vu pendant la crise du Covid que la chaîne d'approvisionnement du Doliprane était menacée. Mais là, il y a beaucoup plus de médicaments qui sont concernés. Et il ne faut pas se mentir, si les Indiens rachètent un groupe comme ça, ce n'est pas pour conserver Biogarant en l'état qui gagne de moins en moins d'argent, c'est évidemment pour aller faire fabriquer en Inde, où le coût de production est 2 fois inférieur, les médicaments. Alors Bercy pourra toujours dire non, mais on veillera à ce que les sites de production... les investisseurs trouvent toujours un moyen pour rapatrier ce qui peut l'être vers des pays à plus bas coût. Et donc, il y aurait un risque en cas de tension sur les marchés internationaux sur certains médicaments. Il y aurait un risque d'approvisionnement pour la France, parce que les producteurs qui demain fabriqueraient théoriquement les médicaments de Biogarant, qui fourniraient les principes actifs, s'il y a une tension sur ces marchés-là, ils favoriseront, comme ils le font toujours, systématiquement, les marques locales, comme ça a été le cas pour les semi-conducteurs en Chine au moment du Covid. Donc il y a un risque à aller délocaliser toutes nos chaînes de production, évidemment, là-bas. À la fin de l'année 2023, en novembre, on a un autre groupe indien qui a racheté une entreprise pharmaceutique, donc dans le même secteur, qui s'appelle Cedexi, et là, Bercy s'y est pas opposé, parce que c'était pas sorti dans la presse. Et le cas est assez intéressant, parce que cette entreprise, Cedexi, a d'abord été rachetée par un fonds franco-chinois, KT, donc qui emploie des jeunes gens qui sont d'HEC, de l'ESCP, de l'ESSEC en France, des jeunes gens avec la tête bien faite, qui a racheté cette entreprise française, et ensuite, ce fonds franco-chinois l'a revendu à un investisseur indien qui lui-même a une holding en Chine. Il se trouve qu'en plus, ce fonds français est dirigé ce fonds franco-chinois, est dirigé par l'ancien directeur général du Trésor français. En tout cas, ça dit quelque chose sur le rôle des élites. On parlait des élites économiques tout à l'heure, et là, c'est les élites politiques et administratives qui, elles aussi, jouent un peu ce jeu-là, malheureusement. Je crois qu'on vient de faire, alors, un bon tour d'horizon sur les États prédateurs avec toutes les facettes, en définitive. Et merci, grâce à vous et à votre connaissance du problème, de nous avoir permis de bien regarder de tous les côtés, en prenant différents axes, de bien voir ce qui est en train de se passer et comprendre sont les actions de tous ces États qu'on a tendance à oublier de ce côté-là, parce qu'on regarde d'autres aspects, mais on ne regarde pas ceux-là, alors qu'ils sont fondamentaux, parce qu'à travers ce que vous venez d'évoquer, c'est toute l'industrie qui peut être mise en danger par les uns ou par les autres, et avec toutes les conséquences que ça a pour nous et pour notre futur. Exactement. Il faut perdre en naïveté, gagner en pragmatisme. Merci. Merci à vous, merci pour votre Merci beaucoup pour cette très intéressante interview. Et voilà, je vous invite effectivement à lire ce livre, Les États prédateurs. Vous allez découvrir plein de choses où, encore une fois, la France semble un peu démunie, désarmés par rapport à cette guerre économique que se livrent tous les États. Et il se trouve que la France semble vraiment un peu le maillon faible à chaque fois dans toutes ces histoires. Merci et à très bientôt.